Alors du coup, les Biothémas Web, c'est un cycle de conférences sur l'agriculture bio et ses pratiques, qui est dans la continuité des conférences Biothémas qu'on co-organise chaque année au sommet de l'élevage, avec, l'ITAB. Donc comme tout webinaire, on vous demande de couper vos micros et vos caméras pour que ce soit un petit peu plus fluide, au niveau bande passante et au niveau son. Vous pouvez vous poser vos questions sur le chat tout au long du webinaire. Donc c'est sur le volet conversation, de Teams, et puis on aura un temps d'échange de toute façon prévu à la fin. On n'est pas très nombreux, donc on pourra vous donner la parole. Le webinaire est enregistré, ça nous permettra de le mettre ensuite en ligne pour les personnes qui ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à me faire un petit mail si vraiment vous n'avez pas accès, au chat, donc sur le mail via lequel vous avez reçu, le lien Teams. Alors si tu peux passer à la suivante. Merci. Donc comme je vous disais, les Biothémas, c'est un cycle de conférences sur l'agriculture biologique. Là, on est en webinaire, donc voilà, en distanciel. Mais ce sera aussi disponible en replay, sur le site du pôle bio Massif Central. Donc le pôle bio Massif Central, on est, une organisation qui œuvre au développement de l'agriculture biologique sur le territoire du Massif Central. Et donc on organise ces événements, dans le cadre d'un de nos projets qui s'appelle Biotransfert. L'objectif, c'est de pouvoir échanger sur des résultats intéressants de recherche et ou recherche-développement autour de l'agriculture biologique, d'approfondir avec vous certains sujets et qui sont ouverts à tous. Et donc aujourd'hui, c'est Anne Egelin, donc de la FRAB-ORA. Donc la FRAB, c'est la Fédération régionale des agriculteurs biologiques, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui va vous parler du bien-être au travail, donc du bien-être des éleveurs bovins en l'occurrence, en agriculture biologique. Voilà, donc Anne, je te laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Je suis donc Anne Egelin, chargée de mission à la Fédération des producteurs bio et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans le cadre de ce Biothéma Web, je vais vous présenter les principaux enseignements issus d'un projet national mené par le réseau FNAB, donc le réseau de la Fédération nationale des groupements de producteurs bio partout en France. Projet nommé Bibio, donc sur le bien-être des éleveurs bovins en bio, auquel la FRAB-ORA a participé, avec 4 autres groupements régionaux bio, donc des régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Alors, la question qu'on s'est posée, qu'on peut se poser, c'est pourquoi parler bien-être en élevage biologique? Avant tout, on est parti du constat que, comment dire, il y a un certain nombre d'enjeux de renouvellement des générations en agriculture, car la population vieillit. Environ la moitié des agriculteurs actuellement chefs d'exploitation vont cesser leur activité d'ici 2026. On constate également un nombre de fermes qui diminue. Depuis 2018, il y a environ 100 000 fermes qui ont disparu du paysage agricole. Et c'est encore plus vrai en élevage, pour lesquels la transmission des fermes d'élevage est loin d'être assurée. En gros, il faut trouver d'ici 2026 environ 130 000 candidats à l'installation pour assurer le renouvellement des générations. Et l'agriculture biologique n'est pas épargnée par ce phénomène-là. Donc, même si les chefs d'exploitation sont globalement plus jeunes en agriculture bio qu'en agriculture conventionnelle, on a en gros un gros quart des chefs d'exploitation en bio qui ont plus de 55 ans. Alors qu'en conventionnel, on est à peu près à une petite moitié des chefs d'exploitation qui ont plus de 55 ans. Mais il n'empêche que le renouvellement des générations est aussi à assurer en agriculture biologique, d'autant plus que l'essentiel du développement actuel de la bio se fait par l'installation. Donc, c'est un accompagnement à envisager. Mais que ces installations se font essentiellement en petite production végétale, alors qu'il y a un nombre croissant de fermes en élevage qui sont à transmettre. Donc, on a une certaine inadéquation entre les fermes qui arrivent sur le marché de la reprise
et les candidats à l'installation. Donc, du coup, la question, c'est comment renforcer l'attractivité du métier d'éleveur bio et du coup, pour renforcer l'attractivité du métier, il faut se poser la question aussi de quelle est la qualité de vie au travail des éleveurs bio que l'on pourrait mettre en avant auprès des générations à venir, justement pour montrer qu'il y a un intérêt à envisager le métier de l'élevage bio. Et donc, tout l'enjeu autour du bien-être éleveur en élevage bio, c'est de remettre l'humain au cœur de l'approche globale et de la compréhension globale du fonctionnement des fermes bio, et du coup, pouvoir mettre en avant les éléments qui pourraient être attractifs pour les générations à venir. Excuse-moi Anne, j'ai repris la main sur le partage d'écran parce que ton écran défilait pas. D'accord, tu as bien fait. Donc c'est moi qui ai la main. Très bien, eh bien, je te laisse la main. Du coup, quelle est la qualité de vie au travail en bio? Une question de situation pour identifier d'où on part, à partir notamment des éléments de ce que peut apporter le baromètre du moral des agriculteurs bio. Ce baromètre a été mis en place pour la première fois en 2023 par l'Agence Bio au niveau national et s'appuie sur une enquête nationale menée auprès de tous les producteurs en bio sur le territoire national. Cette enquête a été menée et a permis de recueillir à peu près l'avis de 20% des agriculteurs bio, ce qui est une bonne représentativité de la population des agriculteurs bio. Donc, que dit ce baromètre du moral des agriculteurs bio? C'est que les agriculteurs et les agricultrices sont plutôt fiers d'être en agriculture bio. Entre 80 et 95% des agriculteurs ont cette réponse-là. Et ils sont heureux d'être en bio aussi. Ils indiquent que l'agriculture biologique contribue à leur bonheur d'être agriculteurs. Ils sont aussi majoritairement confiants dans l'avenir, même s'il y a un peu moins d'enthousiasme pour les éleveurs qui sont en élevage laitier, en élevage de monogastrique, poulet et porc, et en grande culture. Avec une petite spécificité pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a également un peu moins d'enthousiasme pour les éleveurs bovins, que ce soit lait ou viande. Ce baromètre indique aussi une grande motivation pour le collectif, que ce soit surtout dans le cadre de groupes techniques ou de rencontres entre agriculteurs et ou éleveurs, et avec également un certain nombre de besoins exprimés, notamment en termes d'identification de besoins de plus de communication vers le grand public pour mettre en avant quelles sont les réalités de l'agriculture biologique, quelles sont les réalités des pratiques et le lien qu'il peut y avoir au territoire. Des besoins exprimés également en termes de justesse de prix, que ce soit des prix plus rémunérateurs et qui couvrent bien la totalité des coûts de production. Des besoins exprimés également en termes de sécurisation pour les débouchés et pour les perspectives de vente et d'organisation de filières. Et enfin, un besoin en termes d'accompagnement technique et humain, notamment pour ceux qui démarrent en agriculture biologique. Ensuite, du coup, à partir de cet état des lieux, on peut se demander comment, pourquoi le projet Bibio. Donc, ce qu'on s'est dit en partant de ce constat et d'un besoin de renouvellement des générations et d'un moral qui est quand même plutôt bon côté agriculteur bio, est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même interroger la qualité de vie au travail dans l'idée de travailler sur deux axes. Tout d'abord auprès des conseillers pour les outiller en quelque sorte et leur permettre d'intégrer dans de bonnes conditions l'approche travail dans leur accompagnement et d'être aux côtés des éleveurs quand les éleveurs se posent des questions sur leurs conditions de travail, sur leur qualité de vie au travail,
de pouvoir avoir un accompagnement adapté de la part des conseillers et des animateurs. Et un deuxième axe de travail directement à destination des éleveurs et des éleveuses pour cerner le plus précisément possible leurs besoins, leurs attentes, de pouvoir qualifier un peu quelles sont pour eux et pour elles des bonnes pratiques en matière ou des bonnes conditions de vie et au travail. Et à travers la caractérisation de ces bonnes conditions, de pouvoir voir quelles sont les pistes et les leviers qui permettent de concilier exigence environnementale et qualité de vie au travail. Toujours dans l'idée de rendre le métier attractif et de faire en sorte qu'on puisse communiquer sur cette attractivité. Je tiens à préciser que ce projet a été mené spécifiquement en bio, tant côté conseiller que côté éleveur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que en bio que les enseignements qu'on en a tirés sont valables, mais c'était notre terrain d'étude et c'est le terrain que l'on connaît à l'échelle du réseau des producteurs bio. Sans doute un certain nombre de pistes et de leviers sont transposables en agriculture conventionnelle, mais on ne s'est pas donné comme mission d'évaluer la transposition possible ou pas. Donc, je ne vais vous parler que des conditions de travail et de la qualité de vie au travail dans le cadre des élevages bio, pour voir ce qui est transposable ou généralisable au reste de l'agriculture et de l'élevage bovin. Ça ne relève pas du travail que nous avons mené, ni de mes compétences. Du coup, qualité de vie au travail, qu'est-ce qui ressort des enseignements du projet Bibio du côté des éleveurs? Beaucoup de dimensions sont évoquées quand on parle de qualité de vie au travail, que ce soit l'organisation du travail, le temps de travail, la conciliation ou la nécessité de trouver une bonne conciliation entre vie perso et vie professionnelle, les questions de la pénibilité et de l'impact sur la santé, etc., etc. On a toutefois été surpris d'un certain nombre de choses, notamment le fait que, même si la donnée quantitative est évoquée en termes de temps de travail, de très nombreux aspects qualitatifs sont mis en avant par les éleveurs pour parler de la qualité de vie au travail. On a été étonné aussi lors des entretiens qui ont été menés que la question de l'astreinte liée à l'élevage n'est pas évoquée comme un problème ou une contrainte, mais plutôt comme une caractéristique intrinsèque de l'élevage. C'est une donnée. Quand il y a de l'élevage, il y a du temps qui est consacré régulièrement tout au long de l'année à l'entretien des animaux, à leur alimentation, dans le cas des élevages laitiers, à la traite. C'est une caractéristique, mais ce n'est pas vécu comme une contrainte. C'est simplement à anticiper, à organiser pour faire en sorte que ça se passe bien, que ce soit fluide en quelque sorte. On a aussi constaté que le temps de travail est une donnée très relative. Le trop de travail des uns peut être perçu comme parfaitement supportable par d'autres, et le beaucoup de travail des uns peut être perçu comme normal pour d'autres. Donc, c'est une donnée qui est tellement relative qu'il est difficile de la chiffrer et de la caractériser de façon à ce que ce soit généralisable dans toutes les conditions et dans toutes les fermes. Enfin, autre point majeur qu'on a identifié, c'est le fait que la question de l'organisation du travail et l'anticipation est centrale et détermine le reste de la qualité de vie au travail. Mais là encore, les bonnes conditions de travail identifiées par certains sont très personnelles, donc ne sont pas généralisables à toutes les fermes, et sont aussi évolutives dans le temps. Donc du coup, c'est une donnée à géométrie variable. Du coup, voici quelques résultats des principaux leviers d'amélioration de la qualité de vie au travail identifiés par les éleveurs, pour être bien dans ses bottes en bio.
Les premières pistes qui ont été identifiées pour améliorer la qualité de travail, au dire des éleveurs interrogés, c'est la dimension collective. Travailler et s'organiser en collectif est une façon de pouvoir mieux organiser, planifier son temps de travail et se dégager des pauses ou de temps pour mieux ménager vie personnelle, quoi qu'on fasse pendant ce temps personnel, et vie professionnelle. En sachant que le collectif, c'est avant tout de la relation et de l'humain, et donc ça se tricote, ça s'apprivoise et ça se cultive. Il faut du coup prendre du temps à ménager les relations et à expliciter les choses pour que l'organisation en collectif se passe bien. Cette organisation en collectif, que ce soit sur la ferme ou dans le cadre de collaboration avec d'autres fermes, nécessite de penser une répartition des tâches entre associés ou entre collaborateurs. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne sait pas qui fait quoi, mais à partir de la base et de la définition du qui fait quoi, il faut penser aussi à la remplaçabilité éventuelle qu'il peut y avoir sur certaines tâches. Donc, besoin de clarifier quoi, notamment quand on est en collectif sur une ferme, mais aussi besoin de voir ce sur quoi on peut éventuellement être interchangeable. Un autre aspect également qui a été évoqué directement par les éleveurs qui réfléchissent, qui ont réfléchi à leur qualité de vie au travail, c'est le fait que des réunions d'équipe, c'est aussi utile sur une ferme pour faire vivre un collectif, que ce soit pour des fermes non familiales, mais aussi sur des fermes familiales. Des temps collectifs pour échanger, pour faire le point, pour organiser le temps de travail, c'est pas du temps perdu. En termes de cadre horaire, c'est plus facile de partir relativement fixe, et en tout cas partagé par tout le monde, même si après, ça n'empêche pas d'avoir des ajustements ponctuels. Autre point, réfléchir à la planification du travail est essentiel aussi, et en collectif, il ne faut pas hésiter à oser penser autrement l'organisation du travail sur l'année, et pourquoi pas envisager une saisonnalité volontairement accentuée, justement pour ménager des temps de pause, des vacances, et pour souffler un peu. Autre levier possible, envisagé, mis en œuvre, c'est le salariat, en sachant qu'il y a du pour et il y a du contre. Pour certains éleveurs ou éleveuses, le salariat, c'est une charge mentale supplémentaire. Pour d'autres, c'est une bouffée d'oxygène et ça permet de ne pas avoir à tout mener tout seul. Ça peut permettre de gagner du confort de vie au travail, ou pas. Ça dépend un peu de la façon dont ça se goupille et de l'aisance avec lesquelles les éleveurs acceptent leur mission d'employeur. Là aussi, ne pas hésiter, c'est les éleveurs qui le disent eux-mêmes, à se donner la possibilité de se former à une fonction employeur qui n'est pas forcément si évidente que ça. On ne s'improvise pas forcément employeur. Quant à la séparation entre la vie pro et la vie perso, c'est à géométrie variable, et là encore, c'est très personnel, mais ça a besoin souvent d'être explicité pour que ça ne devienne pas un caillou dans la chaussure et une source de malaise au travail. Autre grand volet des pistes envisagées pour améliorer la qualité de vie au travail, c'est l'aménagement de son système pour concilier qualité de vie et enjeux économiques et environnementaux. Certains éleveurs ont identifié le fait que quand ils ont réfléchi à leur qualité de vie au travail et quand ils ont essayé de l'améliorer, ils se sont rendus compte que c'était possible quand la qualité de vie au travail n'était pas considérée comme la variable d'ajustement, mais au contraire qu'elle était centrale. On pense avant tout qualité de vie au travail et après, on ajuste le système pour être en phase avec
ces exigences que l'on peut avoir pour être à l'aise dans son métier. Donc, plus d'autonomie éventuellement, ou moins des tailles de troupeaux plus petites, etc., pour limiter ou réduire, maîtriser en tout cas la quantité de travail et ne pas se sentir tout le temps débordé ou tout le temps pas à l'aise avec un travail qui ne serait pas suffisamment bien fait. C'est une donnée très relative là aussi et qui dépend de chacun des éleveurs et des éleveuses. On s'est rendu compte lors des entretiens avec les différents éleveurs et éleveuses bio également que les éleveurs bio, de par leur profil ou leur parcours, ont plus de facilité à se questionner sur leur façon de faire. En effet, il y en a quand même beaucoup qui sont soit non issus du milieu agricole, soit ont eu une vie professionnelle avant de s'installer en élevage bio. Et du coup, ils ont pu avoir des expériences professionnelles dans d'autres secteurs professionnels que l'agriculture, qui du coup ont aussi un rapport au travail différent. Et le fait d'avoir vécu ça, ça leur ouvre le champ des possibles en quelque sorte, et ils n'hésitent pas à penser autrement leur rapport au travail une fois qu'ils sont installés en tant qu'éleveurs bio. Cette remise en cause des normes professionnelles n'est pas forcément une spécificité bio, mais en tout cas, elle se rencontre fréquemment chez les éleveurs bio, qui ont déjà du coup l'habitude de ne pas forcément être dans les normes du modèle dominant agricole, et qui en plus ont une expérience, pour certains, professionnelle avant, qui leur permet de questionner plus facilement leur rapport au travail. Et du coup, voici quelques exemples d'aménagements qui ont été observés et qui ont des répercussions sur la qualité de vie au travail. Ne pas hésiter, par exemple, à envisager la monotraite, partielle ou totale sur l'année. À penser autrement la gestion des vélages, soit groupée à l'automne ou au printemps, pour avoir un temps, par exemple, où la salle de traite est complètement fermée. Pour l'alimentation des veaux, ne pas hésiter à avoir des vaches pour ne pas avoir à s'occuper de donner le biberon. Penser la simplification du système, par exemple beaucoup plus de recours au pâturage pour ne pas avoir pour limiter le temps de travail et faire en sorte que ce soit les vaches qui se débrouillent en quelque sorte. Dans les aménagements et les pistes observées, ça peut être bien entendu le choix d'un matériel adapté, ergonomique, performant, pour ne pas avoir à avoir plus de temps à réparer le matériel qu'à s'en occuper. Ça peut être aussi avoir plus recours à la CUNA, justement pour pouvoir s'appuyer sur des matériels efficients, efficaces, performants. Ça peut être aussi réfléchir à ajuster la taille du troupeau, à optimiser le pâturage, etc. etc. Toujours dans les pistes identifiées pour améliorer la qualité de vie au travail, beaucoup d'éleveurs et d'éleveuses ont évoqué le fait qu'il fallait, pour être à l'aise et avoir une qualité de vie au travail qui les satisfont, choisir un système en accord avec les valeurs. Et du coup, je rappelle, on n'a travaillé que auprès d'éleveurs bio, donc la bio a été identifiée comme un outil de reconnaissance et de fierté et qui remettait du sens dans le travail et donnait de l'enthousiasme à mener les activités d'éleveurs bio. Je vous ai mis quelques verbatims que l'on a notés au cours des entretiens et au cours de l'identification des pistes pour améliorer la qualité de vie au travail sur des fermes d'élevage bovin bio, comme être producteur de biodiversité et d'eau potable, utiliser son métier pour calmer son éco-anxiété, etc. Enfin, dans les pratiques qui permettent d'être bien dans ses bottes, dixit toujours les éleveurs bovins bio que l'on a enquêtés, le lien que les éleveurs ont pu faire entre le bien-être des animaux, être acteur dans le bien-être des animaux
est pour beaucoup d'éleveurs un facteur de bien-être personnel. Le fait de ne pas utiliser produits phytosanitaires de synthèse a également un impact très positif sur leur santé et sur leur morale. Ils se donnent l'impression de ne pas s'empoisonner et de ne pas empoisonner non plus leur milieu. Et le fait de mettre leurs pratiques en adéquation avec leurs valeurs leur permet de retrouver du sens, de trouver tout leur sens au métier d'éleveur et d'éleveuse et de créer du lien avec d'autres éleveurs qui sont sur la même longueur d'onde qu'eux. Du coup, Aurélie, si tu veux prendre la main pour présenter les témoignages, donc, ce sont quelques pastilles vidéo de témoignages d'éleveurs qui présentent les choix qu'ils ont pu faire en matière d'arbitrage pour avoir la meilleure qualité de vie au travail et d'être bien dans leur boîte. Pardon, j'avais pas remis le micro. Donc voilà, il y a plusieurs témoignages d'éleveurs qui sont disponibles. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous passer celui d'Anthony. Tant que possible, la monotraite. En termes de confort de travail, c'est impressionnant. Parfois, il y a des jours où tu peux finir ta journée, il est 9h30, 10h, quoi. Et après, tu n'as plus rien à faire. Pour l'instant, on est en circuit long. L'objectif à terme, c'est de faire du circuit court. Pour des questions d'éthique, je pense que c'est beaucoup plus valorisant d'être directement en contact avec l'acheteur. Le petit déjeuner, tout est encore possible pour ta journée. Ça, c'est cool. Je fais de la moto, je prépare un triathlon, je suis administrateur au sein d'une asso. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je fais de la bière aussi. J'ai une petite brasserie comme ça. Ni Holstein, ni Highland, des Normandes. Mais déjà parce que je trouve que c'est super beau en termes de qualité esthétique avec leurs petites lunettes et tout. Enfin, elles étaient là aussi maintenant quand je suis arrivé sur la ferme, donc en fait maintenant j'y suis fortement attaché. Et globalement, c'est quand même une race qui valorise très bien l'herbe, c'est assez rustique, ça permet de faire de la viande aussi derrière. Bon, c'est trop bien. Du pâturage tout le temps, tant que possible, le pâturage. C'est ce qui demande le moins de travail. Vache nourrice. Pareil, ça fait moins de travail quoi en fait, et puis c'est beaucoup plus agréable. Là en ce moment, nous on est dans la période de vélage et j'ai pas donné à boire à un seul veau cette année pour l'instant. Ils sont tous à pâture avec une petite cabane et des vaches qui font le boulot pour moi. Et c'est super confortable. Tu t'appelles pas le veto, tu fais rien, enfin tu surveilles un peu. C'est bien d'avoir une base routinière, ce qui te permet derrière d'innover ou de faire autre chose. La routine, ça a du bon, mais pas que de la routine. Sur cette ferme, ça peut être ou la partie transfo ou la partie agroforesterie, que j'essaie vraiment de mettre en place avec la valorisation du bocage et des choses comme ça. Autonomie. On produit tout sur la ferme et on est même en train d'arrêter d'acheter de la paille bio. Des haies pour leur qualité esthétique. Et en termes de biodiversité, tout ce que ça amène, enfin, brise-vent, des choses comme ça. En musique, du jazz. Ouais. Ouais. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. Hop. Voilà, donc si on a le temps, en fin de webinaire, on repassera peut-être une ou deux vidéos, mais pour l'instant, on va continuer. Je vous mets dans le chat le lien vers les autres témoignages très intéressants de ces éleveurs qui ont des approches parfois proches et parfois très différentes aussi, et des objectifs différents. C'est ça qui était intéressant dans ces témoignages. À toi, Anne. Du coup, après avoir présenté les grands enseignements qui sont issus du projet Bibio du côté des éleveurs, et du coup, maintenant, du côté des conseillers. La question était de se poser, bon ben, parlons travail, d'accord, mais par quel bout on prend le sujet?
Les enseignements que l'on a tirés de différents entretiens avec des conseillers animateurs du réseau, on s'est rendu compte que comment dire, quand il était rarement question du travail de façon centrale. D'abord parce que les conseillers et les animateurs identifient un risque d'être trop intrusif, justement lié au fait que quand on parle travail, c'est très souvent à cheval entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et donc du coup, il y a une certaine crainte, entre guillemets, d'être trop intrusif, d'aborder des sujets un peu trop intimes. Et du coup, les conseillers ont un peu l'impression d'avancer sur la pointe des pieds quand ils abordent le sujet. C'est donc rarement la porte d'entrée principale, mais la dimension travail n'est quand même pas totalement absente de l'accompagnement que les conseillers peuvent faire auprès des éleveurs bovins bio. Ne serait-ce que parce que la dimension travail trouve sa place dans l'approche globale que l'on peut faire pour diagnostiquer une ferme et l'accompagner dans son évolution, ou pour apporter des réflexions pour repenser le système pour plus d'autonomie, plus de cohérence. Donc ce n'est pas un sujet porte d'entrée principale, mais c'est quand même un sujet qui est abordé par petites touches, on va dire. En sachant qu'il y a un certain nombre de moments particuliers dans lesquels c'est accompagné, c'est abordé, soit au des moments particuliers dans la vie des fermes, par exemple au moment de l'arrivée ou d'un départ d'un salarié ou d'un associé, au moment d'un changement technique majeur. C'est abordé aussi avec des fermes particulières, par exemple des fermes qui présentent de la vente directe ou de la transformation. C'est aussi un sujet qui peut être abordé en off ou entre deux réunions. C'est pas le sujet, mais tiens, on en parle comme ça, au détour de la conversation. Ou quand on déploie des outils et des projets particuliers, par exemple, un éleveur veut installer un nouvel atelier sur sa ferme, un nouvel atelier d'élevage, ou veut développer la vente directe ou la transformation à la ferme. Là, forcément, le sujet du temps de travail et de la gestion du temps de travail va se poser. On en parle aussi quand il y a une demande explicite, mais là, c'est plus rare. Comment parler travail? La principale recommandation qui est issue du projet, c'est de se dire c'est confortable pour pouvoir bien parler travail si on pose clairement le cadre et les objectifs de l'accompagnement que le conseiller ou que l'animateur peut faire. Soit dans un accompagnement individuel, soit dans un accompagnement collectif, mais en tout cas, de poser le cadre du mandat, en quelque sorte. Qu'est-ce que l'éleveur ou les éleveurs attendent d'un accompagnement autour des sujets travail? Est-ce que c'est un diagnostic de situation? Est-ce que c'est des pistes de réflexion? Est-ce que c'est de la mise en réseau? Enfin, quel est le cadre et qu'est-ce qu'on attend de l'animateur ou du conseiller, en sachant que ce n'est pas l'animateur ou le conseiller qui va faire le travail, et ce n'est pas non plus le sauveur sur la ferme. Donc, on n'a pas forcément à attendre de lui des solutions toutes faites, mais comme pour tout, on est là pour, les conseillers et les animateurs sont là pour accompagner la réflexion. Comment aborder le sujet? Là encore, en intégrant la dimension travail dans l'approche globale des fermes. C'est un élément constitutif au même titre que les choix techniques ou que les orientations économiques. Comment aborder le travail dans de bonnes conditions? C'est aussi en mobilisant des méthodologies, des postures et des outils adaptés. La boîte à outils, ça ne fait pas tout, mais savoir qu'on a une boîte à outils, c'est rassurant. Et surtout, en n'oubliant pas qu'on n'est pas les seuls à intervenir là-dessus. Et que se constituer un carnet d'adresses et identifier des ressources expertes sur lesquelles on peut s'appuyer au sein du réseau des conseillers bio ou en dehors du réseau des conseillers bio, c'est important, notamment auprès
de ressources comme peuvent être les services de la MSA, ou les réseaux partenaires comme Solidarité Paysan ou les CIVAM, qui ont aussi beaucoup travaillé autour de l'accompagnement du travail, notamment dans un contexte de transition agroécologique. Spécifiquement au sein du réseau bio, du coup, le projet Bibio a permis de développer et de mettre en forme un guide. Comment développer et améliorer l'approche travail auprès des agriculteurs bio. Un guide méthodologique qui s'appuie sur, qui présente des outils, des approches et des pistes de réflexion par étapes, selon que on veut être sensibilisé au sujet, on voudrait pouvoir orienter, s'appuyer sur des ressources, répondre aux premiers besoins, voire à terme maîtriser un peu plus le sujet. C'est donc notre boîte à outils constituée et issue de ce projet et qui s'appuie aussi largement sur les ressources déjà existantes et qui ont pu être décortiquées dans le cadre du projet. Enfin, des autres productions qui sont issues du projet, c'est des outils ou des approches qui permettent plus facilement de parler des éléments autour du métier d'éleveur bio auprès du grand public, auprès de l'enseignement agricole, voire auprès de France Travail, dans le cadre de faire découvrir les métiers qui tournent autour de l'élevage bio. D'où la réalisation d'affiches, dont vous voyez le visuel actuellement, et également des trames pour présenter des témoignages, faire des posters ou des fermobioscopies pour présenter le fonctionnement des fermes, en remettant, là encore, le travail au cœur du fonctionnement des systèmes pour parler qualité de vie au travail et attractivité du métier. Donc autant de supports qui permettent une communication plus large. Voilà pour ce que je pouvais vous présenter en termes de résultats sur ce projet. Donc je suis à votre disposition pour des questions, mais peut-être aussi je suis preneuse de vos avis sur est-ce que ces résultats vous étonnent ou pas, et quitte aussi à avoir vos retours sur, pour vous, quelle serait la qualité de vie au travail. Qu'est-ce que vous entendriez, vous, comme bien-être au travail en élevage? Qu'est-ce que ce serait pour vous? Voir qu'est-ce qui vous ferait fuir ou au contraire choisir le métier d'éleveur? Parce que les avis sont toujours très intéressants pour nous pour continuer à travailler sur le sujet. Très bien, merci beaucoup, Anne. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions dans un premier temps? Moi, j'avais une petite question, si je peux, avant de laisser la parole aux participants. Sur le baromètre du moral, est-ce qu'il y avait un impact, une influence de l'âge des répondants et ou éventuellement de leur ancienneté dans la bio? Est-ce que ça joue sur leur moral, s'ils sont plus ou moins jeunes ou plus ou moins anciens dans l'agriculture bio? De mémoire, je ne crois pas que les informations entre l'âge et la nature des réponses a été croisée. Je sais que globalement, le profil des répondants, donc surtout les agriculteurs à qui a été envoyée l'enquête, 20% ont répondu. Dans le profil de ces 20%, c'était assez représentatif de l'ensemble de la population des producteurs bio. Mais pour savoir s'il y avait plus ou moins de morale ou d'attractivité, je n'en ai pas énormément d'infos. Ce que je sais en revanche, c'est que en termes de fierté et de bonheur à être en bio, les profils des non issus du milieu agricole présentaient globalement des notes encore plus élevées. Ils étaient encore plus fiers et encore plus heureux d'être en bio que le reste des répondants.
Ok. Et la seule différence qu'il pouvait y avoir aussi sur les non issus du milieu agricole, alors c'est plus issu de leur profil que de leur ancienneté dans la bio, l'une des différences marquantes était aussi en termes de sources de démotivation possibles. Les évolutions et les risques de baisse d'exigence du niveau d'exigence du cahier des charges étaient perçus comme une source de démotivation plus forte pour les producteurs bio non issus du milieu agricole. Donc les non issus du milieu agricole sont particulièrement attachés à un fort niveau d'exigence du cahier des charges bio. Ok. Très bien, merci. Alors Sophie, dans la discussion, avait des questions pour accéder au lien vers le guide conseillé. On vous l'enverra. Je ne sais pas s'il est en accès libre ou. C'est une question qui est toujours en débat au sein du réseau FNAP. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous garantir qu'il est en accès libre. D'accord. Est-ce que c'est pour la même raison que les témoignages là ne peuvent pas être partagés sur d'autres chaînes? Nous, par exemple, on pourrait les renvoyer sur la chaîne YouTube d'Abiodoc et là, c'est pas possible. Je sais pas, c'est un choix ou juste un clic qui n'a pas été fait, je sais pas. C'est possible que ce soit un clic qui n'ait pas été fait parce qu'ils sont disponibles à la fois sur la chaîne YouTube de la FNAB, mais aussi sur une page dédiée de Produire Bio, qui normalement est partageable à tous. Non, mais en Donc, je fait, pense que c'est c'est une erreur pas, technique. ouais, pas sur les vidéos YouTube, tu as un petit truc enregistré et tu peux du coup les répertorier dans ta liste de vidéos que tu proposes ou pas. Et là, on peut pas. Donc, je poserai la Sinon, question, mais ouais, je ne sais pas. ok. Juste, c'est pas vraiment une question, mais ça fait écho au Salon La Terre et notre métier. Donc, c'était possible que ce soit dans le même cadre parce que je suis arrivée juste un peu après le début. Mais il y avait une intervention sur le bien-être au travail des éleveurs laitiers. Et il y avait notamment le témoignage d'une jeune femme qui avait été prof de maths et qui disait, et j'aimais beaucoup mon travail de prof de maths, mais je suis beaucoup mieux en tant qu'éleveuse. Donc, elle racontait qu'ils avaient vraiment mis de façon eux, leur choix, ça avait été de tout mélanger, la vie privée et la vie professionnelle. Et elle disait, bah, j'ai mon fil à linge qui est à côté des génisses, comme ça j'étends le linge et je surveille les génisses dans le même temps. Et voilà, ça leur allait vraiment bien, quoi. Mais Oui, merci beaucoup, c'est super intéressant, hein. Ouais. Merci Anne. Parmi les après, participants, il me sur semble. l'arbitrage, Vas-y Anne. c'était juste sur l'arbitrage entre vie perso et vie professionnelle. Dans tous les entretiens, nous, on a constaté que c'était vraiment une question qui était très intime et pour le coup, d'une ferme à l'autre, d'un éleveur à l'autre, le choix de mélanger les deux ou au contraire de dissocier les deux était vraiment complètement personnel, voire pouvait vraiment évoluer dans le temps, notamment en fonction de la situation et de la vie de famille. Avec ou sans enfants, les éleveurs et les éleveuses ne raisonnent pas forcément le mélange des deux de la même manière. Alors en attendant, moi j'avais une autre question aussi dans les leviers mis en place. Est-ce que le recours à des outils, on va dire, plus technologiques est une des pistes qui permet justement de gagner en qualité de vie du travail ou qui, selon les éleveurs, peut être un levier? Donc je pensais aux robots de traite ou voire, je ne sais pas si ça existe, mais est-ce qu'il y a des choses qui existent en termes d'intelligence artificielle qui sont mobilisables par les éleveurs et est-ce que c'est des choses vers lesquelles ils se tournent ou pas? Voilà, des outils plus technologiques pour gagner en qualité de vie. Dans les retours et les entretiens qu'il y a eu, certains évoquaient le recours à de la technologie. Et le rapport à la technologie, là encore, est assez personnel. Pour certains, je caricature, hein, mais pour certains, trop de technologie, c'est du coup de la charge mentale supplémentaire parce que très souvent, ce sont des investissements coûteux et donc du coup, un stress pour pouvoir
un, les rentabiliser, deux, pouvoir bien les manipuler, et trois, ne pas en être esclave, entre guillemets. Pour d'autres, au contraire, c'est vraiment perçu comme étant une aide potentielle justement pour pouvoir gagner en confort. Mais c'est plus souvent, alors je ne sais pas du tout si c'est représentatif de l'ensemble de la population de tous les éleveurs bovins bio, mais c'était plus souvent perçu comme une source de stress liée à la nécessité d'envisager la rentabilité de l'investissement qu'un allègement de la qualité de vie au travail. Donc la plupart du temps, les solutions trouvées étaient low-tech plutôt que high-tech, dans l'idée justement d'être moins sensible et source de panne, entre guillemets. Ok, très bien. Eh bien, merci. Alors du coup, on a un BTS Axe qui a pas de micro non plus, mais qui a pu répondre dans le chat, qui a trouvé le sujet très intéressant et qui souligne que c'est effectivement un sujet à vraiment prendre en compte pour une potentielle future installation. Ok, très bien. Bah, Anne, je te remercie encore. Avec plaisir. Et puis, vous retrouverez le replay si besoin sur la page des Biothémas. Donc, je vais vous remettre le lien aussi dans le chat. Donc, le replay de de cette conférence et d'autres conférences qu'on a fait par le passé sur des sujets et des filières diverses et variées. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. Voilà. Et je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.